bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Fabien Ancel, le directeur de cette école. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, évidemment, très heureux d'accueillir Gilles Rago, que je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer dans cette école, et je le regrette. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Je vois dans l'assistance des étudiants, je m'en réjouis, des enseignants, je m'en réjouis également, des membres associatifs très actifs, dont l'association Archivée, avec laquelle j'ai déjà eu pas mal d'échanges. Donc merci de votre présence. Moi, je vais dire principalement un mot de l'exposition, puisque je ne me sens pas très compétent sur la dynastie Ferré, donc voilà, je ne me lancerai pas sur le sujet, mais sur l'histoire de l'école. Donc c'est un projet qui date d'il y a 2 ans maintenant, dans le cadre des 50 ans de l'école d'architecture et les 30 ans de la formation au paysage, qui a été un petit peu long prévu à aboutir, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et en tout cas, moi, je suis très heureux que cette exposition soit présentée. Donc merci à Léa, merci à Laurence pour la conception, merci à toute l'équipe administrative. Je sais que l'équipe de Christophe Monteil, avec Julie notamment, a beaucoup travaillé, la médiathèque également. Blandine et ses équipes, et puis toute la partie logistique et Bernard Giraudel. Je suis très heureux qu'on puisse se pencher sur l'histoire de l'école, qui commence à être assez longue et qui n'est pas du tout finie. On est quand même en plein bouleversement du monde évidemment, mais du monde de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage. D'ailleurs, les disciplines ont tendance à se rapprocher. Et donc, je pense qu'il y a des profonds bouleversements à faire émerger dans cette école en termes de pédagogie et donc forcément d'organisation dans au moins les 20 ans qui viennent. Et dans ces moments clés, des moments de transition, je n'aime pas dire des moments de crise, même si c'est un mot qui est utilisé souvent, mais des moments de bouleversement, de mutation, c'est très important de pouvoir connaître son passé, le connaître, le reconnaître, bien le connaître, et savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Voilà, donc ça va être en partie le sujet de votre conférence, mais pas le seul. Je voudrais aussi saluer la présence de Pierre Ferré, puisqu'en l'occurrence, c'est un des objets de la conférence de ce soir, et dire que j'ai le plaisir, dans la dynastie Ferré, qui est votre expression, hein, c'est pas moi qui l'ai employé, de pouvoir continuer à travailler, puisqu'avec Pierre et Vénésia, qui donc je comprends ne peut pas être là malheureusement ce soir, elle arrive. On a le plaisir de travailler ensemble sur un nouveau projet d'extension de l'école. Ah ben voilà, Vénésia, c'est une entrée quasiment théâtrale, je venais de prononcer, voilà. On est bien coordonnés, donc voilà Vénésia, vous pouvez l'applaudir. Donc voilà, je disais que j'avais le plaisir de travailler avec vous et avec Pierre sur un projet, certes modeste en taille, 250 mètres carrés, souvent on se dit entre nous c'est une grande maison individuelle, une très grande maison individuelle, mais une grande maison individuelle, mais quand même complexe dans sa mise au point, dans sa fonctionnalité, et dans un site sensible et regardé de tous. Et je crois, Vénésia, et du coup, ne croyez pas que je vous harcèle, mais on avait bien dit que c'était cette semaine qu'on déposait le permis de construire, donc c'est symbolique que nous fassions cette conférence, c'est un hasard de l'histoire, mais voilà, cette semaine tombe bien pour ces 2 événements-là. Voilà, j'ai déjà été assez long, donc Laurence, Léa, je vous laisse la parole pour introduire plus savamment. Merci beaucoup Fabien, merci à tout le monde d'être présent. Avec Léa, on va parler, mais pas trop longtemps, parce que vous êtes venus surtout écouter Gilles, donc on va parler pas trop longtemps, mais on voudrait un petit peu revenir sur cette histoire de l'architecture et de l'école de Bordeaux. En fait, tout ça est assez récent, hein, ça fait qu'une dizaine d'années. 10-15 ans qu'on s'intéresse à l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, et donc a fortiori à cette école d'architecture. Et Gilles a été assez pionnier, voire visionnaire en 2013, quand il propose un workshop à 27 étudiants pour les faire travailler sur les archives de l'école, sur les archives conservées, alors ce qu'on appelle aujourd'hui Bordeaux Métropole, mais qui étaient les archives municipales, et également à faire rencontrer une vingtaine d'anciens étudiants de l'école. Un matériau très très riche qui va donner à l'idée à Gilles de faire le premier jalon, de poser le premier jalon de l'histoire de cette école et de l'histoire de l'enseignement de l'architecture à Bordeaux. C'était la fameuse exposition des 40 ans.
Pourquoi était-il pionnier? Eh bien parce que quelques années à peine après ce travail avec ces 27 étudiants, 2 grands projets de recherche vont naître. Le premier, Anne Savin, qui commencera en 2016 et qui se terminera en 2021, qui est porté donc par le comité d'histoire du ministère de la Culture, et dont l'idée était de faire travailler les écoles d'architecture sur leur histoire. Quasiment toutes les écoles ont joué le jeu et ont travaillé sur leur histoire, à la fois l'histoire de l'enseignement, de la pédagogie, mais aussi vraiment l'histoire de leur institution. Et quasiment toutes les écoles ont commencé un travail à la fois d'invention des archives, archives orales, archives papier, mais aussi véritablement d'écrire cette histoire et de l'enseignement de l'architecture et de ces écoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, eh bien, dans les pas de Gilles et dans ce programme, avec mon collègue Gauthier Boll, eh bien, on essaie de réunir une somme d'informations et de faire une première publication sur cette école que l'on décide aussi de faire exister dans une exposition, dans une double exposition, donc en 2021, autour de cette période des événements de mai 68. Quand tout ceci est terminé au milieu, fin d'année 2021, on a bien conscience avec mon collègue Gauthier Boll que on est loin d'avoir épuisé le sujet, qu'il y a beaucoup d'angles morts, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, et notamment sur les années les plus récentes de cette histoire de l'enseignement de l'architecture et donc a fortiori de l'histoire de cette école, à partir des années, fin des années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Et un projet ANR, donc qui s'est appelé ENSARCHI, l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, va prolonger cette dynamique de se dire que finalement on a un champ émergent dans l'histoire de l'architecture qui est celui de s'intéresser à l'enseignement de l'architecture et aux institutions qui ont délivré cet enseignement de l'architecture. Donc, tout ceci ne naît pas de rien, on est le fruit et le résultat avec Léa dans cette exposition d'une quinzaine d'années de recherche, et on est d'autant plus heureuse que Gilles soit là parce que évidemment il est extrêmement légitime pour parler des ferrets, mais surtout il a été pionnier et c'est lui qui vraiment a lancé tout ça dans l'école. Je pense, peut-être. Là ça marche? Oui. Donc vous l'avez compris, l'idée de cette exposition, donc l'ENSAP Bordeaux, une histoire à célébrer, c'est vraiment de poursuivre l'écriture de cette histoire de l'école en revenant sur ses caractéristiques principales, ses temps forts, ses acteurs essentiels, ses moments charnières. C'est très ouvert, en tout cas sur les 50 dernières années. On a souhaité que cette exposition s'ancre véritablement dans l'école pour que chacun puisse y participer, puisse intervenir et qu'elle fasse vivre l'ENSAP sur l'année 2006, qu'elle soit un levier même de discussion entre nous et avec les autres. Donc on l'inaugure aujourd'hui, elle courra tout au long de l'année 2026. Sur plusieurs temps qui vont se dérouler. On a voulu commencer par aborder l'architecture même de l'école parce que ça nous a semblé assez évident. Donc ces bâtiments historiques par Ferré, comme ces extensions, pour mettre en lumière vraiment cet important patrimoine architectural dans toute sa diversité et dont on bénéficie chaque jour, qu'on regarde parfois moins parce que justement on l'habite. Et par la suite, la présentation sera renouvelée et permettra d'aborder donc différentes thématiques. L'école et ses 2 formations, donc architecture et paysage, l'école comme lieu de vie, l'école dans son territoire, l'école et ses recherches. Donc ça, c'est 4 axes qui seront présentés au courant de l'année 2026, au printemps. Puis pour clôturer ce cycle, l'idée c'est de revenir sur un dernier axe à l'automne prochain vers l'école de demain qui nous permettrait de discuter de ce qu'on veut finalement mettre en place dans une école d'architecture à venir. Donc on y envisage vraiment que cette exposition, elle prenne des formes extrêmement diverses et qu'elle soit en outre un point de départ pour différentes activités connexes, des tables rondes, des visites de sites, des projections, des conférences, que sais-je, qui finalement autant d'événements qui viendront ponctuer l'exposition et qui nous permettront de discuter de cette histoire. En outre, on envisage la publication d'un ouvrage qui va venir pérenniser ces recherches pour l'année 2027. Et si on a l'intention vraiment d'ouvrir cette exposition à tous les curieux qui voudraient en apprendre plus sur l'histoire de l'ENSAP Bordeaux, il s'agit avant tout de toucher les étudiants, les corps enseignants et administratifs de l'école, anciens et actuels, et on invite vraiment tous ceux qui le souhaitent à participer, à nous rejoindre pour alimenter cette exposition. Ce peut être soumettre une idée,
ou proposer la rédaction d'un texte ou proposer un événement connexe. Ça, on est très ouverte en fait aux propositions. Tous sont les bienvenus, quel que soit votre statut et votre formation. Alors, on a une petite série de remerciements à faire parce que vous vous rendez bien compte que ce projet qui va courir sur une année, on va pas être que toutes les deux à le porter. Pour déjà aujourd'hui, merci à Fabien Ancel parce que sans son soutien, on serait pas là aujourd'hui, très clairement. Évidemment, on remercie très grandement la cellule, l'agence, je ne sais pas comment il faut l'appeler, communication, qui a fabriqué les panneaux notamment que vous avez pu voir, qui assure la promotion et la communication. Donc merci à eux. On a des remerciements un peu plus précis à faire à Teddy qui n'est pas là ce soir, mais qui s'est occupé de toute l'iconographie en fait de cette exposition et qui continuera à le faire évidemment sur toute l'année, qui a fabriqué les vidéos que vous aurez l'opportunité de voir dans la pyramide et dans le BER. Blandine qui est là, qui vient d'arriver. Merci Blandine d'être là. Blandine sans qui on n'aurait pas beaucoup avancé parce que Blandine, grâce à notre comment dire, on n'a pas lâché le morceau. On est allé embêter Blandine et Bernard Giraudel et Blandine a redécouvert un fonds ferré, 14 boîtes d'archives qui viennent d'être exhumées là tout récemment et voilà qui vont être extrêmement bénéfiques pour la suite de ce travail. Bien sûr, on remercie l'association Archivée qui, comme en 2021 pour le livre et pour l'exposition, était à nos côtés, nous soutient. Évidemment, merci à Claude, voilà pour ça, toujours son énergie et Pierre qui nous ont mis notamment en contact avec Alain Loisier et Jean de Giacinto. Donc, on remercie aussi Alain Loisier et Jean de Giacinto qui sont les deux architectes. Donc, l'un qui a fait la résidence Ferré, l'autre le BER, et qui ont accepté de nous rencontrer, et dont vous verrez les films qui sont extrêmement intéressants. Et on remercie aussi nos contributeurs qui sont malheureusement pour aucun là. Donc, Marc-Antoine Florin habite à Paris, s'excuse, mais il pouvait pas être là. Karine Willow est à Venise, je crois, pour la Biennale. Camille Moulinier travaille malheureusement, donc elle pouvait pas être là. Et un grand merci à Léa d'être dans cette aventure avec moi. Merci à toi. Peut-être quelques mots sur Gilles Rago, donc qui inaugure un petit peu ce cycle d'événements connexes qui viennent se greffer à l'exposition et qui inaugure tout simplement l'axe 1 de cette exposition. Donc on est ravis que vous soyez là pour les raisons que Laurence a évoquées. Aujourd'hui, Gilles Rago est professeur émérite en histoire de l'art contemporain à l'université Bordeaux-Montaigne. Mais vous avez commencé votre carrière d'historien au sein de l'Institut français d'architecture. De 1984 à 94, vous travaillez au département archives, qui était alors dirigé par Maurice Culot. Puis vous êtes devenu le premier responsable du Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. En 1993, vous soutenez une thèse d'histoire de l'art, puis en 2003, vous obtenez votre habilitation à diriger des recherches à l'université Paris-Sorbonne. Vous connaissez bien cette école, puisque de 1994 à 2013, vous êtes professeur d'histoire dans le champ histoire et culture architecturale, avant de rejoindre en 2013 l'université Bordeaux-Montaigne et le centre de recherche en histoire de l'art François-Georges Parizet. Vos recherches portent sur l'architecture contemporaine, plus particulièrement sur l'œuvre de Le Corbusier. Vous avez d'ailleurs été le principal rédacteur du dossier de candidature de son œuvre pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2003-2016. Vous menez également des recherches sur l'architecture balnéaire, sur l'architecture de la reconstruction et plus largement sur l'architecture de la Seconde Guerre mondiale, sur l'architecture parisienne et en Aquitaine. Vous avez toujours mené conjointement des études scientifiques, des missions d'inventaire et d'expertise. Vous prenez toujours soin de vulgariser l'histoire de l'architecture auprès du grand public, notamment par le biais de guides. Et parmi vos publications récentes, on peut citer 200 sites d'architecture contemporaine en Nouvelle-Aquitaine, aux éditions Geste en 2022. Architecture contemporaine de 1990 à nos jours, Paris et ses environs, à Paris-Gramme en 2023. Ou encore, plus récemment, Maison de bord de mer, modernité et régionalisme en Charente-Maritime, 1945-1980, aux éditions Herma en 2023. Donc la conférence de ce soir est consacrée à la dynastie des Ferré, donc à cette famille de 4 architectes qui en 120 ans ont marqué la création architecturale bordelaise. Évidemment, il s'agira de parler de Claude Ferré puisque le premier axe de cette exposition est consacré aux bâtiments de l'école. Donc Claude Ferré est le père des bâtiments dits historiques, mais on reviendra aussi sur son père, Pierre Ferré, qui a profondément marqué l'architecture bordelaise de la première moitié du XXe siècle. Et puis certainement que Gilles ira
regarder du côté du travail que font Pierre et Venezza depuis quelques années sur un travail de restauration, de rénovation de l'architecture de Claude Ferret. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez tout dit, je m'en... Bon, je commence. Vous savez comment il se... J'ai pas l'habitude. Merci. Merci beaucoup. Je préfère être debout. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être présents et merci à Laurent Chevalier et à Léa Tichit de m'avoir convié à participer à cet événement. Donc, pour parler de la dynastie Ferré, c'est un peu gênant de le faire devant deux membres de la dynastie Ferré. J'ai l'habitude de parler d'architectes décédés, là, fort heureusement. C'est la première fois, je crois, que ça m'arrive. Donc, pour parler donc de cette dynastie et dont la personnalité centrale est Claude Ferré, donc ça a été dit, qui est l'architecte qui a construit cette école et qui en a été un des enseignants majeurs pendant quelques décennies. Et cette dynastie Ferré, qui est une dynastie importante, puisque elle porte maintenant sur 4 générations, et qu'il commence avec Pierre Ferré, qui est actif à partir de 1900. Ensuite, c'est son fils Claude, et puis Pierre Ferré, ce qui ne facilite pas la présentation, parce qu'on a 2 Pierre dans la présentation, donc il y a Pierre le père et Pierre le fils. Et puis, pour finir, Vénétia Ferré-Massier, ou Massier-Ferré, je ne sais pas, qui donc conclut, pour l'instant en tout cas, cette dynastie. Évidemment, dans les 3 quarts d'heure qui m'ont été accordés, il est impossible de faire une présentation exhaustive de la carrière de chacun de ces 4 architectes. Et donc, j'ai préféré, en fait, procéder autrement et essayer de présenter quelques aspects de leur travail et de leur parcours à travers 6 thèmes qui sont des thèmes qui me semblent importants dans l'histoire de l'architecture au XXe siècle, et en tout cas pour lesquels la dynastie Ferré a eu une contribution importante, que ce soit au niveau régional ou même au niveau national. Le premier de ces thèmes, évidemment, c'est celui de la formation à l'architecture, puisque Laurence Chevalier et Léa Tichit l'ont rappelé. La création de l'école d'architecture en 1928, l'école régionale, est due à Pierre Ferré, et ensuite, donc, c'est Claude Ferré, avec un collectif d'étudiants de l'école, qui a conçu le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La formation à l'architecture à Bordeaux commence en 1877. En fait, Laurent Chevalier a montré qu'il y avait déjà un enseignement de l'architecture avant 1877, mais disons qu'en 77, ce qui est important, c'est que Jean-Louis Labbé, architecte diocésain, fonde un enseignement d'architecture qui n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est un enseignement préparatoire au concours d'admission à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Il n'y a qu'une seule école d'architecture à cette époque-là en France, elle est à Paris. Mais en province, il y a un certain nombre de formations, généralement dans les écoles des beaux-arts, qui préparent à ce concours d'admission. C'est en 1877 qu'est fondé ce cours. Symboliquement, c'est l'année de la naissance de Pierre Ferré. Ça n'a aucun intérêt par ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est à cette époque-là que ça se passe. Pierre Ferré s'inscrit à ce cours de préparatoire à l'école, au concours, en 1893. Il a 16 ans. Et au bout des 3 ans, c'est généralement la période requise pour décrocher le concours, il est admis en 1896 à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Cette école est à cette époque-là une école extrêmement conservatrice dans son enseignement, un enseignement fondé sur le respect du classicisme et fondé sur une expression importante. On parle d'un projet par imitation. Donc, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette imitation? Eh bien, c'est l'imitation d'une architecture qui est jugée idéale, indépassable, une sorte de plafond de verre, et qui trouverait ses racines dans le monde grec. Dans les années 20, il y avait un grand enseignant de l'école d'architecture de Paris, Emmanuel Pontremoli, qui disait à ses étudiants « Soyez grecs, soyez grecs, soyez grecs ». Et en fait, donc, le fondement de l'architecture, le fondement de l'enseignement de l'architecture à la fin du 19e siècle, c'est l'architecture grecque, revisitée par les Romains, revisitée ensuite par la Renaissance italienne, et qui s'est développée
développé pendant 4 siècles et demi, à travers ce qu'on appelle l'architecture classique, et qui donc a donné des œuvres absolument prestigieuses, on les connaît, mais toujours à l'intérieur d'un même système de pensée. Et donc d'où cette idée d'un projet par imitation est tout à fait revendiquée, puisque Julien Gadet, donc qui est le professeur de théorie à l'École des Beaux-Arts de Paris, à l'époque où Pierre Ferré est étudiant, le revendique et parle d'une conception a priori, c'est-à-dire une conception qui ne se discute même pas. Il n'y a aucune raison de penser à une autre façon de faire de l'architecture. Et au sein même de l'école des Beaux-Arts, il y a la grande salle du Palais des Études que Duban a construit autour de 1850. Cette grande salle qui, à l'époque, au moment où Pierre Ferré est étudiant, est occupée par une collection de moulages, essentiellement de statues grecques ou romaines, et également d'éléments d'architecture qui sont là pour édifier, au sens premier du terme, les étudiants et leur faire comprendre que c'est cette architecture-là qui doit servir de référence à leur pratique. Évidemment, il y a des courants autres qui se mêlent à cela, mais d'un point de vue dominant, c'est cette pensée-là qui anime l'enseignement de l'école des Beaux-Arts. Alors, Pierre Ferré a choisi comme professeur d'atelier Jean-Louis Pascal. Jean-Louis Pascal qu'on connaît bien à Bordeaux puisque c'est lui qui a réalisé la faculté de pharmacie qui se trouve sur la place de la Victoire et qui incarne bien cet enseignement académique fondé sur cette grande culture classique, ce qu'on appelle l'école française. Et Jean-Louis Pascal est aussi un enseignant majeur, un de ces ateliers qui place le plus d'étudiants au concours de Rome, qui est le concours suprême, puisque tout l'enseignement se fait par une série de concours d'émulation et autres, tout au long des 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, parfois 10 ans d'études que dure l'architecture, enfin l'enseignement de l'architecture à cette époque-là. Pierre Ferré passe son diplôme en juin 1900 autour d'un projet sur l'habitation d'un riche propriétaire, une maison de campagne, et alors qu'il est diplômé, il se présente au concours de Rome en 1902 et il est 10e logiste. Ça veut dire qu'il a passé les 2 premières étapes d'un concours qui se déroule sur plusieurs mois, qui est extrêmement exigeant sur le plan intellectuel, artistique et même physique. Il faut tenir le coup. Il ne sera pas Grand Prix de Rome et c'est dommage pour lui parce que être Grand Prix de Rome, c'est pas simplement passer 5 ans à la Villa Médicis à Rome, c'est au retour de la Villa Médicis avoir la garantie de la commande d'État. Et donc c'est une carrière assurée lorsqu'on est Grand Prix de Rome. Mais ça montre l'importance de ce concours. Le fait que Pierre Ferré y ait participé est notable. Alors, au moment où Pierre Ferré tente le concours de Rome, c'est le moment d'un intense débat qui dure depuis déjà pas mal d'années sur la création d'écoles régionales. Et en 1903, 8 écoles en France, il y a des petits décalages parce qu'on n'a pas le même ordinateur, 8 écoles sont candidates pour accueillir une école régionale d'architecture. Alors, et il y a Bordeaux parmi ces 8. Quand on parle d'école régionale, ça ne veut pas dire une école équivalente à celle qu'il y a à Paris. Elle dispense la totalité du programme, elle dispense la totalité des enseignements, mais elle est dans la dépendance totale de l'école parisienne. À savoir, en particulier, que c'est l'école parisienne qui fixe les programmes d'études, qui fixe les contenus des concours, et c'est l'école parisienne qui juge aussi de la réception ou pas des travaux des étudiants. Donc il y a une forme de dépendance extrêmement importante et c'est peut-être en partie cette dépendance qui explique que l'abbé, Jean-Louis Labbé, refuse de participer à cette création. Dès 1895, les débats sont déjà lancés à l'époque, il écrivait « Si les écoles sont nationales, le ministre nommera les professeurs et alors Paris envahira la province. » Et donc, c'est la crainte que la municipalité de Bordeaux perde la responsabilité de la nomination des enseignants et que l'école régionale de Bordeaux ne soit au fond qu'un élément subalterne de l'école parisienne. Donc, pour cette raison, et peut-être pour les mêmes raisons, Bordeaux, mais également Strasbourg et Grenoble, refusent d'accueillir une école régionale et ce n'est donc que partie remise. En 1904, Pierre Ferré revient s'installer à Bordeaux. Il commence son activité autour de 1905 et il succède à Jean-Louis Labbé qui décède à ce moment-là. Et donc il va, dès 1905, assurer l'enseignement
au sein de l'école des Beaux-Arts, mais pour la préparation du concours. On n'a toujours pas d'école régionale. Et donc, le projet de création d'une école est repris à la fin des années 20, et en 1928, sous l'impulsion décisive de Pierre Ferré, qui va en fixer les programmes, qui va aider au recrutement des enseignants, etc., est créée une école régionale à Bordeaux qui vient rejoindre les écoles déjà existantes. Donc c'est là vraiment le point de départ de la création de la formation architecture telle qu'on la connaît encore ici à Bordeaux, même si évidemment ça a beaucoup changé. Alors, c'est une école qui est quantitativement relativement modeste. On va compter à peu près 400 étudiants sur une vingtaine d'années, ce qui n'est pas important. Mais Pierre Ferré y occupe une place majeure. Il n'est pas directeur de l'école, puisque ça dépend en fait de l'école des Beaux-Arts. Donc il y a un directeur à l'école des Beaux-Arts. La section architecture est une des sections de l'école, mais il en est le patron au sens noble du terme, et il en est le patron au sens de l'enseignant de projet, unique enseignant de projet de l'école. Donc on voit à quel point il pèse sur la formation des étudiants. Et la relation à l'élève est complètement différente de ce que l'on peut connaître aujourd'hui. D'une part, donc, Pierre Ferré ne donne pas les sujets sur lesquels vont travailler les étudiants, et d'autre part, il ne les évalue pas, il les conseille, il les accompagne. Évidemment, il les critique tout au long de la genèse des projets, mais une fois que le projet est terminé, le projet est roulé et envoyé à Paris et récupéré à l'école des Beaux-Arts, exposé dans la salle Melpomène de l'école des Beaux-Arts avec les autres envois des autres écoles régionales et avec les envois aussi, avec les travaux des étudiants de l'école parisienne. Et les enseignants qui évaluent le projet, ce sont des enseignants parisiens et on invite régulièrement tel ou tel enseignant de province à venir participer aux séances d'évaluation. Mais donc, Pierre Ferré va de temps en temps à Paris, mais il n'est pas là à chaque rendu. Et donc, la plupart du temps, les dessins reviennent à Bordeaux avec une mention ou sans mention, on fait à ce moment-là un four, et donc sans autre accompagnement pédagogique. C'est à Pierre Ferré de décrypter un peu pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché, même s'il n'a pas assisté à l'évaluation elle-même. Donc, en 1942, Claude Ferré, qui est relativement jeune diplômé, va succéder à son père. Il n'a pas une grosse expérience professionnelle parce que il a été diplômé à la fin des années, début des années 30, en pleine crise économique en France, et donc où il y a peu de travail pour les architectes. Il reprend donc de son père, et on voit donc que de 1928, et même on pourrait remonter à 1905, jusqu'à, je crois, 1973, il y aura un Ferré pour enseigner et même diriger d'une certaine façon l'enseignement dans l'école de Bordeaux. Donc le poids de Pierre puis de Claude Ferré est extrêmement important dans l'histoire de l'enseignement de l'architecture à Bordeaux. Après la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement repose encore très largement jusqu'en mai 68 sur cet héritage gréco-romain qui sert de référence à la grande culture classique française. En témoignent les dessins ici de Pierre Lajusse, de Jacques Puissant, d'études d'ordre ionique ou corinthien, et qui sont autant des exercices d'apprentissage du dessin, mais aussi, on n'apprend pas à partir de n'importe quel élément. La modernité n'est pas pour autant absente de l'enseignement que dispense Claude Ferré. On le voit dans ce rendu de Fouquet, donc Patrick Fouquet qui participera ensuite à la grande agence Salier, Courtois, Lajusse, Sadirac, Fouquet, avec ici un projet d'un petit lotissement de maisons où chaque maison peut être considérée un peu comme un module, et ensuite il y a un jeu de combinatoire pour dessiner le plan masse du petit lotissement. Et sur le plan formel, cette maison qui oppose la brique et le bois s'inscrit dans le courant brutaliste en vogue à ce moment-là, et dont Le Corbusier a donné le ton, notamment à travers les maisons Jaoul à la fin des années 50 à Neuilly-sur-Seine. Donc l'école est en prise quand même avec la création architecturale, mais reste
englué avec les autres écoles en France dans cet héritage classique grande école. Alors, en 68, à l'issue de pas mal d'années de débats, de discussions, il y a cette réforme importante, pas uniquement dans l'enseignement des écoles d'architecture, mais un peu partout dans l'enseignement universitaire, avec la séparation donc de la section architecture du reste de l'école des beaux-arts. Et à Bordeaux, cette séparation, elle est extrêmement brutale, puisqu'on demande à l'école d'architecture de quitter les locaux de l'école des Beaux-Arts, donc à côté de l'église Sainte-Croix. L'école d'architecture occupait quelques salles dans le pavillon d'Abou à l'ouest du bâtiment. Et elle va pas très loin, elle va juste de l'autre côté de l'église Sainte-Croix, dans des bâtiments qui auraient servi pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'armée du salut. Et ce sont des baraquements en bois, en mauvais état, délabrés, dont le nouveau directeur de l'école, maintenant c'est une unité pédagogique d'architecture, on crée un poste de directeur administratif, et donc c'est Yves Lormand qui sera un directeur très très discuté, chahuté lors de son séjour à détester, séquestré, voilà, on a des témoins. Donc Yves Lormand dira de ces locaux, dans une note qu'il adresse à la direction de l'architecture, qu'il s'agit d'un bidonville, une réplique d'un camp de concentration. Alors je pense que l'allusion au camp de concentration manque de décence, mais bidonville peut-être est un terme qui convient. Il n'empêche que dans ces locaux de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, il y a une profonde mutation de l'enseignement qui se fait dans des débats très très agités. On pourra en parler après la présentation, mais c'est le moment où, d'une part, d'autres figures d'architectes viennent enseigner. On voit ici Serge Bottarelli, Jean Serriès, Yves Salier, qui vont apporter, pardon, et aussi Pierre Lajusse, j'allais y venir, qui viennent apporter un autre regard, même s'ils ont été largement eux-mêmes formés par Pierre ou par Claude Ferré. Et puis, évidemment, aussi la nomination de Pierre Lajusse à la demande des étudiants qui vont le chercher dans la grande tradition de l'école des Beaux-Arts, où souvent des étudiants se choisissaient leur patron d'atelier. Pierre Lajusse qui est invité à venir parler et à venir enseigner l'urbanisme. Son expérience va être brève, même celle d'Yves Salier aussi, mais c'est le début de l'enseignement de l'urbanisme à part entière dans l'école. D'accord. D'accord, on modifiera. Quelqu'un m'avait dit que c'était CRS, moi je ne l'ai pas connu. D'accord. Et de la police, oui. Et puis, on voit aussi sur la photo Marie-Cécile Riffaut, qui est une sociologue, et qui, donc, sa présence marque l'entrée dans l'enseignement des écoles d'architecture de la sociologie et d'autres disciplines. Et on pourrait mentionner aussi que c'est à peu près à cette époque que Bruno Fayolle-Lussac, historien, est recruté dans cette école. Et donc, pour la première fois, c'est un historien et non un architecte qui va faire l'enseignement de l'architecture. Donc, c'est une mutation profonde. Qui va, et au cours de débats donc très agités, Jean-Marie Villa en parlait, mais qui va se prolonger dans les années qui suivent, mais dans un autre local, puisque c'est aussi le moment où, à Bordeaux, mais ailleurs, à Nanterre, à Lille, à Toulouse, à Nantes, on crée des écoles d'architecture. Il faut créer des bâtiments. On invente donc le programme de l'école d'architecture, et à Bordeaux, c'est pas un cas unique, mais c'est un cas assez rare. Un concours interne va être organisé. 3 équipes d'étudiants vont plancher sur le sujet de la nouvelle école d'architecture qui doit se situer à Talence. Et donc, une équipe va remporter le morceau, appuyé par Claude Ferré, donc qui est impliqué dans ce projet. Et l'école que l'on connaît, dont on voit ici la maquette présentée au maire de Talence, et qui est une école qui peut avoir plusieurs lectures, au moins 2. La première, c'est celle d'un bâtiment qu'on pourrait qualifier de fonctionnaliste, au sens où chaque fonction est abritée dans des formes qui lui sont propres,
On voit bien les 4 ateliers de projet ou d'art plastique. On voit la pyramide, lieu pour la cérémonie des diplômes, mais aussi lieu de convivialité, l'amphithéâtre en forme d'œil, et puis pour relier ces différents organes, il y a une vision très, très organique de ce fonctionnalisme, pour relier ces différents organes, l'aile d'administration qui assure la cohésion et au rez-de-chaussée de laquelle se trouvent aussi les enseignements, je dirais, plus universitaires ou plus traditionnels. Tout ça dans une écriture architecturale qui rappelle l'architecture moderne brésilienne que Claude Ferré a mis en place dans la reconstruction de Royan à la même époque. On peut avoir aussi une autre lecture plus conservatrice, où au moment où on crée de nouvelles écoles d'architecture, la tendance, elle est plutôt à créer des écoles organisées autour d'un espace central, une sorte d'agora, où justement peut se manifester la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, travailler ensemble. Or là, on a plutôt quelque chose qui figure une séparation encore de l'enseignement de projet du reste de l'école. Donc, il y a plusieurs lectures possibles de ce bâtiment qui fera fortement débat à cette époque et peut-être même encore aujourd'hui. Alors, c'est dans cette école que Pierre Ferré fait ses études entre 1968 et 1975. Il nous en parlera peut-être avec une position inconfortable, celle d'un étudiant qui, comme les autres étudiants, a une envie de modernité, une envie de réforme de l'enseignement et en même temps le respect pour un père et un grand-père qui incarne justement la tradition de l'enseignement académique à Bordeaux, même si évidemment on ne peut pas réduire ça à l'enseignement académique, mais donc une position peut-être un peu compliquée. Et Pierre Ferré passera son diplôme en 75 autour d'un sujet intéressant qui est l'intégration d'une pratique sportive dans l'habitat. Pourquoi c'est intéressant? Parce que lors du travail qu'on avait fait avec Laurence Chevalier il y a un peu plus de 10 ans, on avait remarqué en regardant les sujets de diplôme des étudiants que la plupart des étudiants, pas tous, mais beaucoup en tout cas, avaient choisi un sujet de diplôme qui préfigurait d'une certaine façon leur engagement futur. C'était le cas de Jean-Paul Loub, c'était le cas d'un des frères Jacques, oui, qui était déjà autour de ces questions culturelles. C'était le cas également Laroche, qui travaillait déjà sur des questions ayant trait au patrimoine. Donc, déjà avec ce projet, Pierre Ferré s'engage dans une certaine voie qui sera importante dans son travail. La dernière génération, c'est celle de Vénétia Ferré. Elle fait ses études au début des années 2000. L'école a complètement changé. L'enseignement est très différent. Il y a une formation paysage qui, dans les années 80, est venue compléter l'offre de formation. Et puis, c'est une formation aussi qui est beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur, sur l'étranger, avec une pratique qui est très forte à l'école d'architecture, qui est celle des séjours Erasmus. Quand je suis passé à l'université, de l'autre côté du trottoir, j'ai remarqué qu'on partait pas autant à l'étranger en Erasmus que dans cette école où pratiquement 50% des étudiants partent à l'étranger. Et donc, elle fera un séjour à Valence, en Erasmus. C'est une façon de découvrir d'autres modes d'enseignement, d'autres façons de pratiquer l'architecture, et c'est extrêmement évidemment formateur. Et elle passe son diplôme en 2008 avec un sujet intitulé l'architecture de l'art chorégraphique, qui vient rejoindre un peu les préoccupations de son propre père. Elle-même est une danseuse de haut niveau, et là aussi, à travers cela, c'est une orientation future de son travail qui s'esquisse. Le deuxième thème que je voulais aborder, c'est celui de l'attachement au classicisme. Alors, il paraît banal, évident, ici à Bordeaux, grande capitale du classicisme, Bordeaux qui ferait exception, je dirais, au sein du paysage français. Et Bordeaux qui aurait toujours privilégié dans son architecture une architecture classique, signe du bon goût, tel que notamment Monsieur Coustet
un ancien professeur de l'Université de Bordeaux, pouvait le présenter. En fait, cet attachement au classicisme, il est commun à tous les architectes français et enseigné dans toutes les écoles d'architecture. Et donc, il n'est pas particulièrement étonnant de voir Pierre Ferré, associé à Cyprien Alfred Duprat, proposer un projet d'embellissement de la place des Quinconces à Bordeaux qui se situe parfaitement dans cette continuité avec cette école des Beaux-Arts, avec cet enseignement qui est dispensé. Ces projets ne seront pas réalisés, mais ils montrent, et pas uniquement à Bordeaux, mais partout en France, cette importance de cette culture architecturale fortement portée par les Beaux-Arts. Pierre Ferré maîtrise parfaitement les canons de ce classicisme. On le voit à travers l'hôtel d'Espax qu'il fait en 1920 à Bordeaux. 1920, c'est quand même l'époque où les avant-gardes les plus radicales, portées en France par Le Corbusier, mais à l'étranger par Gropius, Mies van der Rohe, commencent à émerger de manière extrêmement profonde. Et on voit donc la permanence, et encore une fois, j'insiste là-dessus, pas uniquement à Bordeaux, de cette culture et de la force de cette culture, au moins jusque dans les années 50-60, après la Seconde Guerre mondiale, ça continuera. Et donc, dont témoigne ici le travail de Pierre Ferré. C'est la même chose aussi pour le projet de la compagnie algérienne qu'il fait à Bordeaux, dont les qualités donc s'inspirent de cette culture beaux-arts et qui a pour grand mérite, notamment, par le respect des mêmes matériaux, par le respect des principes d'ordonnance, de hiérarchie des niveaux, d'un même vocabulaire, de s'intégrer absolument parfaitement à côté du Grand Théâtre de Victor Louis, donc une œuvre majeure du XVIIIe siècle. Alors cette permanence classique, on la trouve encore dans l'enseignement que connaît donc Claude Ferré. On voit ici un de ses travaux, je ne sais plus si c'est un travail de première ou de deuxième classe. En tout cas, on voit qu'à la fois dans les conventions de représentation et dans le dessin lui-même adopté, ces références néoclassiques qui sont toujours valables à la fin des années 20 début des années 30 dans l'enseignement que reçoit Ferré. Ferré est donc Claude Ferré est élève de Roger-Henri Expert, qui est un architecte d'origine bordelaise, qui a fait sa formation à Bordeaux, sa préparation au concours, je veux dire, puis ensuite qui a été admis à Paris, et qui a fait carrière, une carrière nationale et même un peu internationale. Et Roger-Henri Expert incarne bien les qualités de cette architecture classique dans laquelle s'inscrivent Pierre Ferré et l'enseignement que reçoit Claude, à savoir une architecture qui est toujours un peu difficile à définir. On va toujours parler de classicisme modernisé ou de modernisme classicisant. Enfin, on est toujours un peu gêné aux entournures, mais en fait, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'il y a une mutation profonde qui s'établit, mais pas du jour au lendemain, comme le proposent quelques architectes d'avant-garde, mais sur plusieurs décennies. Et donc, ça génère une architecture hybride avec une composition beaux-arts, mais avec une mise en forme qui renvoie vers ce qui se fait au sein de l'avant-garde. Donc, c'est ça la formation qui est celle de Claude Ferré. Et au moment où il est diplômé en 1937, la France est en pleine crise économique et il y a peu de travail pour les architectes. Claude Ferré commence à travailler chez son ancien patron, à la fois d'atelier et en même temps chez qui il faisait la place pendant ses études, c'est-à-dire chez Roger-Henri Expert, et il travaille notamment sur le projet d'aménagement de la grande fontaine du Palais de Chaillot, et donc il connaît parfaitement ce contexte de la transformation un peu à droite du musée d'art moderne de la ville de Paris et de l'État, qui vont être les bases de son premier projet lors de la reconstruction de Royan, avec Thierry Jean-Monod qui est là. On a montré dans le livre sur Royan l'importance de cette culture classique sur quelqu'un comme Claude Ferré, et sur les premiers projets de Royan, on retrouve les deux bras un peu du Trocadéro, une première place assez large, puis une deuxième plus petite, le tout étant bordé de colonnes. C'est à la fois le Palais de Chaillot, mais c'est aussi l'enchaînement des places qui mènent à la cour Louis XIII du Palais de Versailles. On est dans ces modèles-là. Et il est tout à fait naturel que Claude Ferré et d'autres architectes qui travaillent à la reconstruction à cette époque-là en France convoquent
ces références qui sont celles qu'ils ont apprises dans les années 20 ou dans les années 30 lors de leur formation. Alors, adhésion à la modernité aussi. Et cette adhésion à la modernité, elle existe déjà chez Pierre Ferré, le père, qui, tout en maîtrisant parfaitement les canons du classicisme, s'ouvre aussi à des courants comme l'Art Nouveau. Alors, il ne s'agit pas d'un manifeste de l'Art Nouveau, on est d'ailleurs un petit peu tard par rapport à la naissance de l'Art Nouveau, mais d'un bâtiment qui intègre des principes de l'Art Nouveau, des principes aussi de l'architecture rationaliste, et ça se voit à la fois dans les formes, dans les détails décoratifs. Je n'ai pas montré d'image, mais il y a aussi un toit-terrasse accessible, utilisable. C'est certainement le premier à Bordeaux, et peut-être un des rares, il n'y en a pas tellement, que fait Pierre Ferré à cette occasion. À une centaine de mètres à peine de l'hôtel précédent, Pierre Ferré fait également la maison Paul Dutaine avec des détails décoratifs qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver même dans les prémices de l'art déco viennois à la même époque en Autriche ou bien à Prague ou même à Budapest. Alors, une des œuvres majeures aussi de Pierre Ferré, c'est l'hôtel Frugès, et qui est extrêmement intéressant parce que on est vraiment dans cette architecture hybride, cet entre-deux, voire cet entre-trois ou entre-quatre. On a des principes de composition Beaux-Arts, mais on a aussi des éléments décoratifs, notamment dans le haut, Art Nouveau. On a des éléments décoratifs à l'intérieur, Art déco, et on a sur la façade arrière des références à l'architecture nord-africaine ou à l'architecture mozarabe, en tout cas un éclectisme, et un éclectisme qu'il ne faut pas comprendre au sens d'une incapacité à créer quelque chose de différent, mais au contraire d'une capacité à se libérer d'une pensée dominante, des capacités à mélanger les éléments les uns avec les autres. Autre exemple de cette capacité d'hybridation, c'est les deux pavillons auxquels Pierre Ferré participe pour l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris en 1925, dont on célèbre le centenaire en ce moment. Il y a beaucoup d'expositions à Paris, mais ailleurs également, qui en parlent. Et puis, dans la fin des années 20, des bâtiments qui sont davantage encore dans une écriture rationaliste, avec, on le voit sur l'élévation supérieure, un parti pris formel, esthétique, qui découle de l'expression du système de construction, mais mélangé avec, pour la façade de l'école des filles, avec des éléments qui serait pseudo-régionaliste, en tout cas qui évoquerait une architecture plus régionale. Donc cette capacité d'hybridation qui est totale et qui se radicalise d'une certaine façon de plus en plus avec cet ensemble aussi dont on voit que la moitié, mais c'est un ensemble qui est symétrique, donc vous pouvez imaginer l'autre aile, cette crèche et bain-douche de la place Bouscaillé, où là on voit bien la structure porteuse et le remplissage, donc cette expression formelle un peu art déco, en particulier ces deux grosses boules qui viennent caler l'édifice, un peu à la manière dont faisait Pierre Patou dans les années 20, et un bâtiment qui mériterait quand même un meilleur sort que ce qui lui est réservé en ce moment, en tout cas un bâtiment qui n'est pas en très bon état et qui mériterait d'être sauvegardé. Cette entrée, je dirais, dans la modernité, qui vaut à Pierre Ferré d'être par Jacques Viennot dans l'architecture d'aujourd'hui en 1940, avec cette citation quand même très très forte, aux côtés de Le Corbusier et de Tony Garnier, Malessévin, Patou, Pierre Ferré figure parmi ceux qui eurent le courage de prendre une position hardie, un parti franc. Il se retrouve quand même en bonne compagnie, en tout cas parmi des gens qui n'incarnent pas la continuité classique, mais plus, enfin, quoique Tony Garnier, mais plus l'avant-gardisme. Alors, chez Claude Ferré, cette adhésion à la modernité, elle a lieu lors de la reconstruction de Royan, où petit à petit, sur quelques années, les références classiques du début vont céder la place à une architecture moderne, notamment inspirée. Alors,
par les grands noms de l'architecture moderne européenne et française, comme Le Corbusier notamment, Mallet Stevens ou d'autres, mais aussi de l'architecture brésilienne, cette architecture moderne revisitée par le Brésil. Et ça va se manifester notamment parmi les premiers bâtiments qui attestent de ce basculement dans le casino municipal, qui était un chef-d'œuvre de modernité, de transparence, de légèreté, une composition fonctionnaliste aussi absolument remarquable, et qui vient contraster, on le voit, avec le tout premier projet pour le casino, qui était une sorte de temple, un temple du jeu, posé sur un important stylobate, qui était un projet de Roger Pagès, décédé prématurément, et donc le projet est repris par Claude Ferré, Pierre Marmouget et Adrien Courtois. Donc cette modernité, elle va être omniprésente dans la reconstruction de Royan, et Claude Ferré en assure non seulement il est architecte en chef, mais aussi urbaniste en chef de cette reconstruction, et il signe quelques-uns des bâtiments majeurs de cette reconstruction, donc le casino qu'on aperçoit ici, et puis au premier plan, le Palais des Congrès, qui vient d'être réhabilité, rénové, j'en reparlerai dans un instant. Et à Bordeaux, Claude Ferré, avec Yves Salier et Adrien Courtois, va signer la construction d'un bâtiment qui va être décisif dans l'acception très lente, très modérée, avec beaucoup de réticence de la modernité à Bordeaux, avec la construction de la caserne des pompiers, qui est pour moi un manifeste du fonctionnalisme, là encore avec des parties indépendantes traitées chacune de manière différente, et surtout avec une prise de site, je dirais, assez osée, d'aller imposer ce bâtiment face au front classique de Bordeaux. Et François Loyer dira dans la préface du livre consacré à l'agence Salier-Courtois-Lajuste Sadirac-Fouquet, que de ce bâtiment, il s'agit d'une œuvre audacieuse et un manifeste architectural qui donne à la nouvelle génération, donc celle des années 50, 60, 70, etc., les moyens de s'affirmer. Et ce projet était, il faut le rappeler, le point de départ d'un projet plus ambitieux à échelle urbaine, puisqu'il devait se prolonger par un immeuble pont au-dessus du boulevard Thiers au niveau de la place Stalingrad, et même engager une composition plus large encore, avec donc front d'immeubles en hauteur qui était directement en face du front classique. On était déjà dans une réflexion sur l'aménagement de la rive droite de Bordeaux, mais vous voyez que le projet qui a été réalisé est beaucoup plus mesuré au fond que ce que Claude Ferré et ses associés proposaient à cette époque. Alors, Claude Ferré signe assez peu d'œuvres. Il est déjà très largement occupé pendant 20 ans par la reconstruction de Royan. Ça suffit à l'œuvre d'un homme. Et il est également professeur ici, dans cette école. Et il va signer quelques autres œuvres, dont l'Institut Bergonié, intéressant pour ses éléments de façade légers, rideaux, mais un institut qui est aujourd'hui complètement transformé et on ne reconnaît plus rien du travail initial de Pierre Ferré. Il est également l'auteur de la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux, de l'ensemble sportif en face aussi, mais l'essentiel se trouve à Royan. Et puis évidemment, il est avec ce collectif d'étudiants l'auteur de l'école d'architecture de Bordeaux dans laquelle nous nous trouvons. Alors, Pierre Ferré, je dirais, il appartient à une génération qui entre directement dans la modernité. Il n'y a pas cette phase de transition qu'ont connue son père et son grand-père. Et parmi les toutes premières œuvres qu'il réalise, il y a le Bordeaux Étudiant Club, le BEC, à Pessac, donc l'école d'architecture est là un petit peu sur la droite, on reconnaît l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc cet ensemble de Bordeaux Étudiant Club est tout à fait déjà dans cette logique de la modernité, avec un plan masse d'assemblage de différents volumes qui chacun eux-mêmes abritent des fonctions séparées. Et dans une écriture,
la photo n'est pas avantageuse, mais j'y suis repassé avant la conférence pour voir où ça en était. La situation actuelle est bien pire. Le bâtiment semble condamné. En tout cas, avec une expression qui relève de la modernité, une modernité qui s'exprime notamment avec peut-être des références brutalistes dans la conception de la base du bâtiment. Et quant à Venezia Ferré, c'est une évidence que au début des années 2000, elle n'est plus dans cette logique classique. Et d'emblée, sa première œuvre, la Piba La Contis, qui est un bar-restaurant, s'inscrit dans l'héritage de cette modernité issue du XXe siècle. Alors, autre thème, c'est l'inscription dans une pratique mondialisée. Autant Pierre Ferré, le père, et Claude Ferré ont une carrière qui est essentiellement locale, avec quelques bâtiments à l'échelle nationale, mais essentiellement locale, ce qui dans mon propos n'est absolument pas péjoratif ou réducteur. Autant à partir des années 70, 80, il y a quelques exemples avant, mais ils sont assez rares, autant les agences, y compris des agences moyennes, pas uniquement les très grosses agences, s'ouvrent sur l'extérieur et ont une pratique de projet en dehors du territoire français. Parfois même avec des agences, plusieurs agences dans le monde. Cette image est empruntée au site internet de l'atelier Ferré d'aujourd'hui et est tout à fait intéressante. J'avais fait un peu la même chose lors du dossier d'inscription de l'œuvre de Le Corbusier sur la liste du patrimoine mondial pour montrer d'où venaient les collaborateurs de Le Corbusier. Et on retrouve un peu la même idée, à savoir que ce qui était exceptionnel dans les années 50 ou 60 pour Le Corbusier est devenu relativement courant, à savoir une ouverture à des compétences qui viennent d'autres pays. Et donc, on le voit, la liste des pays d'où sont venus un certain nombre de collaborateurs de l'agence. C'est plus uniquement une agence composée d'anciens étudiants des écoles françaises. Il y a des gens qui arrivent avec des compétences, avec un savoir-faire, avec des cultures différentes et qui viennent nourrir la culture de l'agence. Et aujourd'hui, sur 21 salariés, 8 sont de nationalité étrangère, mais 9 sont quand même sortis de l'ENSAP, ce qui montre qu'il y a quand même encore une inscription forte de cette école dans le fonctionnement de cette agence et certainement des agences de la région. Alors, une pratique donc qui se mondialise non seulement par l'arrivée de collaborateurs venus d'autres pays, mais également par des débouchés trouvés à l'extérieur. Et débouchés qui reposent très souvent sur une spécialisation. La multiplication des concours d'architecture, la généralisation même, a fait que beaucoup d'agences ont été obligées de se spécialiser pour pouvoir exister. Et c'est le cas de l'agence de l'atelier Ferré, autour notamment de l'architecture, du sport et de la culture. Et ça, c'est Pierre Ferré, amoureux du sport et en même temps sportif lui-même, qui le lance en recevant très tôt dans sa carrière une mission d'aménagement du centre de football de Clairefontaine. Demain, il y a le match France-Ukraine. On parle de Clairefontaine. À chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France, on parle de Clairefontaine parce qu'ils y font leur stage de préparation avant. Et donc, c'est tout un complexe extrêmement important. Et la mission de Pierre Ferré est assez complète puisqu'elle va de la conception paysagère à l'aménagement des équipements sportifs, évidemment, mais aussi des différents types de bâtiments qui doivent accompagner l'hôtellerie, mais les amphithéâtres pour les conférences de presse ou les points qui peuvent être faits avec les équipes. Donc, c'est une mission assez complète et qui marque bien cette inscription de l'atelier dans cette spécialisation. Pratiquement à la même époque, il est également chargé d'études pour la Fédération française de football, pour la réhabilitation des stades français. Je suis désolé pour la découpe des mots, c'était pas comme ça sur mon ordinateur. On le voit ici en photo, une mauvaise photo, mais que j'ai empruntée à l'ouvrage de Christian Salnave, qui a fait un ouvrage sur la dynastie des Ferré. On le voit en compagnie notamment de Michel Platini. Et donc ces missions vont l'amener à travailler alors pas sur ce stade, il n'est pas si vieux que cela, mais Pierre Ferré a déclaré plusieurs fois que le travail qu'il fait
pour aménager un grand stade, au fond, n'est pas différent de ceux qui ont conçu le Colisée à Rome, à savoir, il s'agit d'abord de concevoir un plateau technique où peut se dérouler le sport en question avec ces équipements annexes qui sont nécessaires. Et puis après, on accueille des spectateurs, des milliers de spectateurs. Donc, comment installer avec une bonne visibilité ces milliers de spectateurs? Comment gérer le flux de ces dizaines de milliers de spectateurs? Comment assurer la sécurité de ces dizaines de milliers de spectateurs? Le problème, au fond, n'a pas véritablement changé. Ce qui va avoir changé dans le cas de ces grands équipements sportifs, c'est la question de la rentabilité et de la modularité de ces espaces. Il faut maintenant que ça soit rentable sur le long terme. On ne peut pas simplement accueillir un match toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça ne suffit pas à rentabiliser l'opération. Donc, il faut que ces équipements soient modulables, puissent accueillir d'autres manifestations. Et donc, ça rend ces bâtiments d'une très grande complexité. Pierre Ferré, avec Dominique Perrault, a travaillé sur le concours de 1992 pour le Grand Stade à Melun-Sénart. Et puis, l'image que l'on voit en 96 avec Alain Sarfati, ils font une proposition pour le Grand Stade qui accueillera la Coupe du Monde de 98, avec une proposition tout à fait différente de celle des autres, à savoir proposer non pas un stade qui puisse se transformer d'un stade d'athlétisme à un stade pour accueillir du football ou du rugby, mais 2 stades côte à côte spécialisés. C'est un parti pris, mais qui ne sera pas gagnant en l'occurrence. Et puis pour l'Euro 2016, il fait une rénovation assez lourde du stadium de Toulouse, dans un ensemble qui avait été au départ conçu par Montariol dans les années 30, un ensemble plutôt art déco. Et puis il va être invité également à travailler avec Kisho Kurokawa, qui est un architecte japonais très connu. C'est lui notamment qui fait le Nagakin Capsule Tower, on le voit ici en photo à côté, qui malheureusement a été détruit il y a peu de temps. Et là, il travaille sur un stade extrêmement important, 55 000 places, avec des solutions de toits rétractables. On voit que ça devient un programme extrêmement complexe, comme un hôpital. Il y a un degré de technicité très élevé. Et donc qui nécessite un savoir-faire et une compétence reconnue. Cette compétence, cette spécialisation, elle se manifeste un peu partout dans le monde. Ici, une liste non exhaustive des projets de réalisation de l'atelier Ferré en matière d'équipements sportifs, parmi lesquels on peut notamment noter le projet avec Arsène Henry et Trio pour le Grand Stade de Bordeaux, avec une solution tout en transparence. Et il est assez significatif que le projet qui a été retenu, c'est pas celui-là, mais c'est celui qu'on connaît bien d'Herzog et de Meuron, qui nous affiche une forêt de colonnes comme si c'était un rappel du passé classique de Bordeaux. Je trouve que là, ceux qui étaient membres du jury ont manqué un petit peu d'audace. Et en tout cas, on voit qu'Herzog et de Meuron nous ont proposé un projet beaucoup plus sage que ce qu'ils ont fait à Munich ou à Pékin. Avec François Jourdain notamment, il travaille aussi à l'aménagement de l'autre grand centre sportif en France, qui est Marcoussis. On est en plein tournoi d'automne. On parle encore de Marcoussis parce que c'est là que les équipes de rugby nationales viennent se préparer pour les grands événements. Eh bien, c'est là aussi l'atelier Ferré qui est présent. Parmi ces grandes réalisations, je passe très vite, mais pas non plus tous les montrer. Il y a aussi le stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, qui lui aussi est un ouvrage très complexe avec beaucoup de modularité possible, avec une moitié de la pelouse qui peut passer au-dessus de l'autre moitié de la pelouse pour dégager un grand espace, pour faire une aréna de 30 000 places pour accueillir des concerts. Donc c'est un espace extrêmement complexe à mettre en place. Et puis un autre exemple j'ai retenu aussi parce que ce centre complexe sportif à Eindhoven à Bayeux me semble s'inscrire dans une histoire qui est celle de la modernité, mais une modernité minimaliste où c'est un peu l'héritage de Mies van der Rohe qu'on pourrait convoquer. Et puis dans un autre registre, et on voit que c'est une agence qui ne s'enferme pas dans un registre formel précis, qui s'ouvre à différents types de mise en forme architecturale, avec
une architecture pour le stade de Limoges, qui renvoie plus vers ce qu'on appelle très maladroitement l'architecture non standard, parce qu'elle n'est plus dans des formes géométriques primaires. Avant-dernier thème que je voulais aborder, c'est la question de la réhabilitation. Lorsque Pierre Ferré engage sa carrière, on est en plein après, je dirais, premier choc pétrolier, celui de 73, et on s'aperçoit que, non pas pour des raisons écologiques à cette époque-là, mais pour des raisons économiques, il vaut peut-être mieux ne pas détruire et réhabiliter plutôt que construire du neuf, systématiquement. C'est un élan qui connaît un grand succès très vite et qui ne se dément pas depuis. Il y a une première exposition qui en atteste au Grand Palais en 80, et puis une exposition remarquable en 86 créée dans le Créé. Et depuis, il y a régulièrement d'autres expositions, la dernière à la Cité de l'Architecture en 2015, qui témoignent de l'importance de ce marché aujourd'hui pour les architectes. En 2020, on estimait que 61% des opérations des architectes étaient consacrées à la réhabilitation et que cette réhabilitation composait 36% de leurs revenus. Donc c'est devenu un élément extrêmement important de la pratique architecturale et qui mérite donc d'être enseigné dans les écoles d'architecture. Alors, restaurer, rénover, réhabiliter, quelques exemples récents du travail de l'atelier Ferré, donc de Pierre Ferré, de Vénétia Ferré, et avec une particularité, c'est qu'on retrouve la spécialisation pour l'architecture sportive culturelle, et puis on retrouve aussi l'œuvre de Claude Ferré, puisque Ferré et Vénétia Ferré ont été appelés à rénover, à réhabiliter des œuvres de leur père ou grand-père. Donc là, on est bien dans cet héritage dynastique d'une certaine façon. Parmi les exemples donc de ce qu'ils ont fait, la réhabilitation du Palais des Sports de Bordeaux, cours Victor Hugo, où ils ont su, je dirais, désencombrer le rez-de-chaussée, désencombrer les espaces qui entourent la scène sportive, pour redonner de la transparence, redonner de la visibilité à ces espaces et permettre d'y accueillir des manifestations connexes aux événements sportifs. La piscine Galin, qui procède du même esprit d'aération, d'allègement aussi, et qui posait des problèmes techniques extrêmement importants. Et puis, on revient à Royan avec le Palais des Congrès, ou avec Marie-Pierre Servanti qui est dans la salle aussi, et avec le concours de François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques. Il réhabilite un bâtiment qui avait été profondément défiguré dans les années 80, qui est le Palais des Congrès, et qui lui redonne tout son éclat des années 50. On retrouve là le côté joyeux, pétant de l'architecture et des couleurs des années 50 et 60. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre des années 50 qui est là, remis dans son état quasiment d'origine. La fluidité, la variété des espaces qui avaient disparu au fil des années. Et il faut espérer qu'on ne recommence pas à mettre un peu n'importe quoi à l'intérieur. Donc, un parcours extrêmement riche. Et je terminerai très rapidement, mais avec un thème qui mériterait évidemment là aussi un développement, qui est celui de la féminisation de la profession. Pendant la période de 1928 à 78, c'est-à-dire la grande période de l'enseignement de Pierre puis de Claude Ferré, on compte 403 élèves inscrits à l'école de Bordeaux, 330 diplômés, et sur ces 403 élèves, il n'y a eu que 25 étudiantes, soit 6,2% seulement. Et encore, parmi toutes ces étudiantes, beaucoup ensuite n'ont pas fait de carrière d'architecte. Certaines ont travaillé avec leur mari qu'elles ont rencontré dans l'école parfois. Mais en fait, la première diplômée n'existe qu'en 1942, et la première installée, c'est Brigitte Confreville qui a été diplômée en 1969. Donc on voit à quel point, là, c'est une situation qui a changé, et quand dans les années 2000, Vénétia Ferré vient faire ses études, la situation est en train de changer. Moi, j'ai commencé à enseigner dans cet amphithéâtre il y a 31 ans, en 1994, et j'avais un amphi qui était en majorité composé de garçons, d'étudiants. Pas énormément, mais une majorité quand même d'étudiants garçons. Et au fil des années, j'ai vu assez rapidement
cette proportion s'est inversée et avoir devant moi plus d'étudiantes que d'étudiants. Sur le coup, j'ai cru que c'était pour moi qu'elles venaient, mais j'ai vite vu que c'était en fait un phénomène beaucoup plus national qui me dépassait complètement. Et en fait, donc, Vénétia Ferré, diplômée en 2008, atteste de cette féminisation dans l'enseignement, enfin parmi les étudiantes, et qui commence maintenant à porter ses fruits aussi. On voit de plus en plus de femmes dans les instances dirigeantes de la profession, dans les publications des revues d'architecture, dans les résultats des concours. La place de la femme commence à s'affirmer de manière assez nette. Donc, une dernière mutation extrêmement importante qui vient clore. Voilà, signaler aussi que dans l'agence Ferré, il y a 8 femmes sur 21. La parité n'est pas encore assurée, mais si on comparait à des chiffres d'il y a 30 ou 40 ans, on serait sur des rapports complètement différents. Voilà donc quelques éléments de cette dynastie Ferré, très brièvement racontée. Peut-être ce n'est pas terminé. Je crois savoir que Vénétia Ferré a des enfants. Peut-être qu'il y aura une 5e génération. Bon, ça, je ne serai pas là pour le raconter. Je vous remercie beaucoup. On peut peut-être se prêter au jeu des questions, mais là, je préférerais laisser la parole après pour les réponses à Pierre Ferré, à Jean-Marie Bila ou à d'autres anciens de l'école qui sont ici, des anciens plus récents aussi. Je vois Dominique Quintanilla notamment, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Non, déjà, c'est le comité de sélection. D'accord, je vais modifier au cas où je referai cette conférence. Oui, c'est vrai. Bon, je vais poser une question comme ça, après vous le ferez. Merci beaucoup, Gilles. La promesse est tenue, 120 ans de création architecturale en si peu de temps. Et les filtres sont hyper intéressants. Et le dernier sur la féminisation est un des sujets qu'on aimerait pousser dans l'expo, mais qui est complexe en fait à analyser. Puisqu'on est dans l'œil, j'ai une question très précise. Est-ce que vous avez réussi à trouver dans les archives ou dans des échanges avec les Ferré, comment finalement Claude a accès à cette modernité brésilienne? Alors, dans les archives, on ne trouve pas. On trouve pas de documents. On trouve pas, malheureusement, un courrier qui dirait voilà, j'ai vu telle chose ou j'ai discuté de tel projet avec un tel. C'est un faisceau d'hypothèses qui permet de voir qu'après la Seconde Guerre mondiale, d'une part, la reconstruction en général reste assez conservatrice. C'est vraiment plutôt dans les années 60, avec l'opération des grands ensembles, qu'on va voir émerger les principes de l'architecture moderne et de l'urbanisme moderne, mais souvent caricaturés d'ailleurs, dans une logique économique un peu banale. Pour ce qui est de cette transformation, enfin de cet apport de l'architecture brésilienne notamment, on a pu mettre en évidence avec Thierry Jean Monod l'émergence de cette référence à travers les publications, et notamment un premier reportage en 1946 sur la chapelle de Pampulha de Carnie Meyer, mais qui n'a pas d'équivalent direct à Royan notamment, mais première alerte, et puis surtout un numéro en septembre 47 consacré entièrement au Brésil. Et là, les témoignages de certains anciens qui ont travaillé notamment avec Claude Ferré, mais aussi plus tard avec Pierre Lajusse ou Yves Salier, attestent de l'importance de ce numéro dans la réflexion des architectes en France. Et on avait pu, lors de la sortie du livre en 2003 sur Royan, rencontrer d'autres architectes parisiens ou ailleurs qui nous avaient confirmé que ce numéro avait profondément impacté. Et donc, ce numéro, puis d'autres qui paraissent ensuite, c'est pas un numéro qui fait tout, mais il y a petit à petit un renouvellement des références des architectes. Il faut voir que milieu des années 30, la plupart des revues d'architecture se cassent la figure parce que les architectes n'ont plus de commandes, donc ils cherchent à réduire leurs frais généraux, donc ils se désabonnent des revues. Donc plusieurs revues s'éteignent, à part l'architecture d'aujourd'hui. Et donc, absence de renouvellement des références, un enseignement à l'école des beaux-arts très conservateur, une absence de commandes, qui expliquent qu'après la guerre, on repart sur les mêmes bases que ce qu'on a appris à l'école des beaux-arts. Et il faudra que le débat reprenne à travers des revues,
à travers des ouvrages. L'architecture d'aujourd'hui ne va pas cesser, et puis il n'y a pas que l'architecture d'aujourd'hui, Technique et Architecture et d'autres revues vont publier des reportages sur ce qui se passe au Brésil, sur ce qui s'est passé en Suède, en Scandinavie en général, et dans d'autres pays, aux États-Unis. Et ça va amener les architectes qui, à la fin des années 30, étaient prêts à basculer vers la modernité, mais il y a eu la guerre, la crise, puis la guerre, à franchir ce pas. Il faut une quinzaine d'années, je pense, à peu près après la guerre. Et Royan est vraiment un des premiers lieux où ça bascule, et de manière très très spectaculaire. Royan est un unicum dans la reconstruction en France, indéniablement. Mais malheureusement, on n'a pas le petit document qui permettrait de... Le sujet du débat de 68, moi je vais... Christian ne peut pas en parler. Christian, les débats de 68, les profs qu'on a voulu nommer, tout ça, non? Oui, mais... Vas-y, parlez-en, c'est un polémique pour moi. C'était le honneur. Donc quand je dis c'est pas l'objet, c'est qu'en fait, là on situe bien l'objectif de retracer une génération, deux générations, trois générations, quatre générations d'architectes. Bon, c'est vrai que sur la situation de l'enseignement de l'architecture, et ça a été bien retracé, on a vécu, j'allais dire jusqu'en 68, même s'il y a eu des évolutions, sur je dirais la logique philosophique de l'enseignement de maître à élève qui datait du 19e siècle. Hein, et effectivement, le virage de 68, c'est pas simplement la création des unités pédagogiques, mais ça a été évoqué. C'est quand même dans toutes ces unités pédagogiques une remise en question de l'organisation et du contenu des études. Et je voudrais revenir sur ce qui était dit sur le rôle des revues. Moi, je me souviens quand je suis rentré en 65, la seule source d'information sur ce qu'était l'architecture, c'était d'aller dans la Bible consulter les revues. Et dès qu'on avait un sujet de projet, on s'arrachait les revues pour savoir quelle est la revue qui ressemblait le plus au sujet pour pouvoir copier pareil. Hein, donc ça faisait partie je dirais, un peu de la philosophie de l'enseignement à cette époque. Sur les débats sur 68, les débats sur 68, ils étaient plus loin que la question de l'école, savoir il y avait aussi, alors d'abord, Normand, c'était quand même pas un hasard. C'était l'année qui travaillait, mais après, on va parler du son Lormand, il était administrateur de la côte française des Somalies. On a récupéré, il faut bien voir, dans le ministère de la Culture, tout le substrat des administrateurs coloniaux. Alors, ils étaient certains très progressistes, heureusement. Hein, mais il faut bien voir que c'était la poubelle, hein, quelque part. Donc, ça a aidé beaucoup la transformation des études, heureusement. À part ça, donc, 68, à Bordeaux, comme d'autres, on a voulu nommer des profs, parce qu'on estimait, c'était la parité en 68. On avait parité de décision avec les profs. Donc, nous, on a dit, on veut tel prof. On est arrivé avec 5 profs, 5 noms. Hein, Boisis, un sociologue, qui était comme ça, coordinateur pédagogique, Abriba, ainsi de suite, Chénieux, bon. Désignation, acceptation par le ministère, mais comme on n'avait pas encore le statut des unités pédagogiques d'architecture, la ville de Bordeaux avait encore son mot à dire. Refus de Chaban. Donc, proposition acceptée je crois me souvenir, je pars sous son contrôle, Christian, fin 68, refusée 3-4 mois après, donc, séquestration du directeur par les étudiants, pour obtenir la désignation. Évidemment, c'était pour la forme, si je veux dire. Alors, on avait le commissaire Campé, avec les chars tricolores, avec une batterie de première sommation, libérer le directeur, deuxième sommation, libérer le directeur. Bon, voilà. Bon, ça, c'était un premier. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, ça a été le retour à un enseignement conservateur avec l'utilisation du pané et du papier dessin tendu.
qui aboutit à quoi? Je parlais, enfin, moi, à mon avis, il y a à peu près la moitié, enfin, je sais pas, il y a une très forte proportion d'étudiants qui ont évacué l'école et qui sont allés à Toulouse, à Nantes, à Grenoble et à Paris, à UP6. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une désertification par les étudiants, écœurés par tout ça, les profs, l'école, le retournement de l'enseignement. Écoutez, moi, personnellement, je vais vous dire, hein, je vais vous citer qu'un cas, comme ça va parler aux étudiants. J'ai fait un sujet qui était un centre d'écologie internationale sur le Groenland, et comme seul support, j'avais un relevé topo d'une partie du Groenland, et quant au programme, c'était 4 lignes. Hein. C'était un concours de l'Union internationale des architectes. C'est-à-dire, j'ai beaucoup appris à cette occasion. Et puis je terminerai par un point essentiel qui est toujours en vigueur. Et que personne, quelque part, enfin moi je sais qu'il y a des débats, même entre enseignants, nous sommes le seul enseignement d'architecture en Europe qui dépend du ministère de la Culture. Tous les autres enseignements d'architecture dépendent du ministère de l'Éducation nationale. En 68, sur lequel on a eu échec, c'était l'intégration à l'université. Eh bien ça, c'est un archaïsme. C'est un archaïsme qui nous sépare de beaucoup de choses. Ça se perçoit pas. Mais nous, on sait pourquoi on le voulait. On le voulait à la fois pour être en contact direct avec les autres disciplines, mais aussi pour irriguer les autres disciplines. Tu disais tout à l'heure, très justement, ils vont pas à Erasmus à l'université. Moi, j'ai enseigné aussi en urbain, mais cette séparation, heureusement qu'on a cette formation un peu mixte, mais autrement, ils sont inertes à la question spatiale là-bas, ils sont vraiment totalement autistes, quoi. Donc je crois que ça, c'est très grave. Il y a vraiment un problème français à cet égard, et là, c'est une omerta. Hein. Voilà. Pas d'autres questions? Alors moi j'en ai une. Quelle pédagogie, selon vous, hein, Gilles, quelle pédagogie raconte les ateliers que Ferré construit dans l'école? Je l'ai un petit peu évoqué à un moment donné. C'est une pédagogie, en tout cas formellement, je ne sais pas après, moi j'étais pas à l'école à cette époque-là, j'aurais presque pu être étudiant. J'avais presque l'âge, mais c'est une pédagogie qui sépare l'enseignement du projet du reste des enseignements. Mais après, dans la pratique, c'était peut-être différent. Mais en tout cas, formellement, on voit bien quand même 5 ateliers clairement séparés, identifiés. On a une lecture très, très claire quand même de l'école. Et puis les salles de cours, l'amphithéâtre, l'œil pour apprendre l'architecture, comme dit Bruno Zevi. Mais ensuite, cette aile d'administration, au rez-de-chaussée de laquelle il y a des salles de cours, pour les cours plus conventionnels, pas pour l'enseignement du projet. Il y a bien des séances qui s'y passent, mais c'est dans les ateliers que ça se passe. Donc on continue à avoir un enseignement assez vertical, et atelier par atelier. Certes, il n'y a plus un seul prof d'atelier, il y en a plusieurs, mais chacun a son espace et un petit peu autonome. Et peut-être que ça perdure encore aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, ça fait 11 ans que j'ai quitté l'école, ça a peut-être changé. Mais voilà, c'est un peu cela que raconte cette école. Après, c'est une école qui est unique, avec un rapport à l'extérieur qui est merveilleux, enfin quand il fait beau, mais où on se rencontre peut-être pas... Pardon ? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est une architecture, oui, très, très, très agréable. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner dans cette école, mais elle est complètement à contre-courant de la façon dont d'autres architectes ont conçu ce programme nouveau, parce qu'au fond, on n'avait jamais construit l'école d'architecture en France avant, ce programme nouveau qui est celui de l'école d'architecture. Pardon ? Comme Toulouse, comme Lille même, qui a son grand cette espèce d'agora, ou ce qu'était la Défense aussi. Donc là, et ça a suscité des débats extrêmement importants au sein de la direction de l'architecture sur la faisabilité de ce projet. Merci. On avait peut-être une question pour l'atelier Ferré. Comment intervenir finalement sur un patrimoine
un patrimoine familial, tout simplement, comme on a vu beaucoup de projets au sein desquels vous réhabilitez une architecture de Claude Ferré ou Pierre Ferré. Comment vous intervenez? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se joue? Et aujourd'hui, il me semble que c'est particulièrement d'actualité. Merci. Il va encore aller monter. Chère madame, il faudra me redonner ce que vous voulez vous dire, mais je voulais répondre à mon ami Milou que sur ce qu'il a dit, il n'y a rien à dire parce que chacun a l'opinion qu'il veut, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je dis juste que pour moi, comment dirais-je, les beaux-arts, l'architecture, les écoles d'architecture et l'école des beaux-arts, c'était d'avant-garde. Et c'était pas comme dans les lycées, avec les sièges, les gens, les profs, un par un, et tout. Il y avait un regroupement, il y avait des vieux et des jeunes, des anciens et des choses, et qui travaillaient ensemble, et qui étaient, voilà. Donc, moi, je pense vraiment que c'était, moi, j'étais même, enfin, tout le monde disait quand on sortait du lycée pour rentrer à l'école d'architecture, c'était même un profond, il y a des gens qui tenaient pas, quoi, parce que c'était vraiment autre chose que l'école, lycée classique, quoi. C'était rien de classique. Et je partirais parce que j'aimais bien ça. Il suffit de voir les balles des écoles aux Beaux-Arts et notamment à Paris pour expliquer que c'était pas tout à fait bon. Voilà. Donc c'est ça. Deuxième chose, juste pour simplifier, je voudrais dire à Gilles que c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai appris plein de choses et en tout cas, comme d'habitude, je trouve que il sait bien faire et sans faire parce que pour tout vous dire, la dynastie Ferré, ça me plaît pas beaucoup. Bon, donc le mot, tout ça pour dire. Mais je respecte profondément mon père et mon grand-père que j'ai pas beaucoup connu. Mais c'est ça. Et pour vous répondre. Pour le problème, quel est le sujet qui l'a aidé pour l'avant-garde, on va dire, d'architecture, ou en tout cas l'architecture contemporaine par rapport au classicisme que Gilles a bien expliqué au petit. Il faut savoir que entre 35 et 45, il n'y avait plus d'architecture en Europe parce que c'était la guerre. Et par contre, il n'y avait pas de guerre au Brésil. C'est pour ça que on peut comprendre que les Brésiliens aient avancé sur l'architecture. Et Claude Ferré, ce que je sais, c'est que il adorait le football et il adorait les Brésiliens dans le football à l'époque. Et il disait que l'architecture nouvelle devait être le champagne comme le football champagne. Donc il trouvait que c'était de l'architecture champagne. Et en tout cas à Royan, c'est vraiment, alors c'est une station balnéaire, d'accord, mais c'est vraiment la démonstration de la gaieté. Et Serge Bottarelli, qui était aussi un professeur comme Salier, etc., et puis il y en avait plein d'autres, je ne vais pas citer tout ça, mais il disait que c'était la Renaissance, par exemple, la caserne des pompiers, c'était la Renaissance après la guerre. Parce que simplement, par exemple, il y aurait un bâtiment, la caserne des pompiers, c'est une maison d'ouvriers, les pompiers, les sapeurs-pompiers de la caserne de la Benoge, qui donne vue sur la mer au sens, bon, c'est-à-dire la Garonne, mais c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs et avec beaucoup des architectes ici présents et d'autres soutenu beaucoup de pétitions parce que il a eu un moment où elle a failli être démolie. Alors elle a été désastreuse, etc., mais elle a failli être démolie, et c'est grâce à tous les archis de toute la France et ailleurs que ça a pu être débattu. Et pour vous dire un petit exemple, et je ne sais pas, un jour que j'avais dit que c'était j'avais parlé à une interview comment dirais-je, une parole que Juppé n'avait pas aimée sur la caserne. Il m'avait appelé au téléphone, il m'avait dit, écoutez, comme d'habitude, moi, je peux vous dire que cette caserne, elle est à chier. Je réponds, je dis ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit. Mais, pour
quand même pas l'enfoncer, il m'a dit aussi que je comprends bien que, vu de tous les gens qui se battent pour ce bâtiment, que peut-être j'ai oublié quelque chose, et je vous garantis qu'on ne la démolira jamais. Et c'est ça qui a permis, parce que je suis pas sûr que s'il avait eu cette position, on n'aurait pas la caserne de la Benoge, mais le siège administratif de l'entreprise Bouygues, pour tout vous dire. Voilà. Donc, bon, c'est les petites anecdotes, parce que je crois que l'essentiel qui vous a été dit, l'a été dit par Gilles Rago, comme d'habitude. Mais pour reprendre la question de Léa Tichit, est-ce que ça crée des obligations particulières de travailler sur l'œuvre de son père ou de son grand-père? Alors, je pense pas que... alors, pour nous, dans un projet de réhabilitation, on va pas moins bien traiter un projet de réhabilitation qui a été conçu par Claude Ferré ou par un autre architecte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que dans notre moi profond, il y a sûrement cet héritage de Pierre Ferré et de Claude Ferré qui font que aujourd'hui, moi je regarde toujours, et Pierre aussi, on regarde toujours l'architecture déjà créée avec un œil en faisant vraiment attention et en se disant détruire ou modifier, c'est pas un acte bénin en fait. Donc vraiment sur tous les projets, même quand on travaille sur du patrimoine ordinaire, qui est pas un patrimoine classé ou même pas un patrimoine labellisé ni rien du tout, on regarde peut-être les choses un petit peu différemment avant de se dire ok, ça n'a pas d'intérêt ou ça a trop de défauts ou de contraintes et on va se permettre de modifier cette partie ou de démolir cette partie. Donc je pense que pour un projet de réhabilitation, il faut avant tout avoir une analyse extrêmement technique, architecturale, urbanistique, sociologique, scientifique du bâtiment auquel on va potentiellement toucher pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour l'adapter soit à un programme qui change, ce qui n'était pas le cas à Royan, mais ce qui est le cas à la caserne de la Benoge, par exemple, où vraiment on va passer d'une caserne de pompiers à un hôtel, donc on est vraiment dans une transformation profonde de l'usage. Et comment est-ce qu'on va faire pour intégrer après tout ce qui est les nouvelles contraintes thermiques, voilà, enfin normatives, on va dire, accessibilité, sécurité incendie, etc. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, quand Ricciotti dit que l'architecture c'est un sport de combat, moi j'adhère à 300% à ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une agence qui est réputée peut-être un peu dure avec certains maîtres d'ouvrage ou avec les entreprises parce qu'on lâche pas le morceau et que on n'accepte pas de modifier quelque chose qu'on considère comme un bijou d'architecture purement thermique ou acoustique ou économique. Donc on va assez loin dans le combat pour réussir à obtenir ce qu'on veut. Et je pense que le Palais des Congrès de Royan, si vous avez l'occasion d'aller le visiter, c'est vraiment un très bel exemple parce que ça a été 3 ans de chantier, 3 ans d'études aussi. Donc c'est un projet très long. Pour réussir à remettre son état d'origine, mais en ayant intégré toutes les contraintes et en l'ayant complètement mis à la pointe de la technologie. Merci. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions ? Bon, ben on va faire de nouveau un grand merci à Gilles et à Vénédia et Pierre d'avoir répondu et aux intervenants. Merci beaucoup. Et donc, je vous propose qu'on se déplace vers la pyramide pour un petit verre de l'amitié. Merci.